coup, effectivement, la légende arthurienne, c'est assez monstrueux. C'est pas aussi monstrueux que la mythologie grecque, hein. Déjà, c'est un peu moins vieux. C'est à peu près 1000 ans d'histoire qui vient du Moyen-Âge à nos jours. Et il n'y a pas une seule légende arthurienne, mais véritablement plusieurs, où il y a plein de personnages, d'intrigues qui se croisent, où chacun se réapproprie la légende. Ouais, non, pardon. Ouais. J'allais faire une remarque, mais en fait, là, je me dis a posteriori que tu venais 100%, enfin, t'allais 100% y venir après. Ouais. Mais rien que géographiquement, c'est complètement pété, en fait, là où ça se situe, parce que les Bretons disent que c'est en Bretagne, les Gallois disent que c'est au Pays de Galles, enfin. Mais justement, effectivement, il y a quand même une unité du lieu, du coup, si tu veux savoir et qui sont un peu tous raison, en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois, effectivement, Bretagne, Aquitaine pour la France, à la fois, même, du coup, l'Irlande, enfin, tout le Royaume-Uni plus l'Irlande. Donc, en gros, sorti de ces zones-là, ça se concentre vraiment que là. Et ce qui est intéressant, voilà. En gros, le but de faire un numéro sur la légende arthurienne, c'est comment, en fait, elle a été réappropriée, et notamment par la pop culture, en fait. L'idée, c'est vraiment rentrer dans ce détail-là, et c'est en ça qu'elle est intéressante, parce qu'on aurait pu appeler ce numéro en mode mytho 2, hein, du coup, ensuite. Mais non, en fait, parce que c'est pas du tout la même type d'influence, quoi. On n'est pas sur une culture qui est un peu... Alors, je sens que je vais me faire taper dessus, mais quand même un petit peu plus élitiste sur les mythes grecs. Ouais, voilà. Donc, du coup... Tous les profs de grec en PLS. Ouais, voilà, c'est ça. Profs de latin. On est un peu sur quelque chose, même si ça a été très bien vulgarisé, hein, comme Jérém Sama disait à propos des trucs qu'il avait regardé avec sa fille. Il y a vraiment... Et les gamins, ils adorent la mythologie grecque. Ouais. Je le vois à l'école, ils adorent. Ils m'amènent plein de trucs. Mais il y a ce côté un petit peu... un petit peu élitiste, entre guillemets. Bon, c'est pas le bon mot, en fait. C'est pas celui-là que j'ai pas trouvé le bon mot, en fait. Mais aussi, autant on avait trouvé pas mal de jeux autour de la mythologie grecque, autant la mythologie arthurienne, à part sur des détails un petit peu, comment dire, d'inspiration, voilà, références. Des références. En gros, des jeux estampillés légendes arthuriennes, il n'y en a pas plus d'une trentaine. Hein. Donc, ouais. Et j'en ai joué à aucun. Bah, du coup, ça je crois aussi, ouais. Et en gros, voilà. Par contre, des jeux inspirés des légendes arthuriennes, ouais. Ouais, enfin, je veux dire des trucs du genre, je sais pas, vite fait, Zelda qui reprend l'épée de légende, c'est Excalibur, viteuf, hein, on est un peu, on est d'accord. Oui, voilà, la Master Sword. Voilà. Des trucs comme ça, ouais. Des trucs qui font référence aux légendes arthuriennes, vite fait, j'en ai vu. Mais non, pour le coup, ça a SMé. Des jeux centrés sur les légendes arthuriennes, je pense pas avoir expérimenté. Bon, moi, j'en ai joué qu'à un et j'en connaissais que 2 véritablement. Donc, ça savait pas la partie la plus intéressante, en fait. On ne pouvait pas faire un numéro sur les jeux vidéo et la légende arthurienne, quoi. Mais par contre, en termes de pop culture, en fait, c'est vraiment un mythe qui a connu vraiment ses heures de gloire. Avec Mano. Avec Mano, ouais. Avec Mano, dans la vallée d'Anain, grâce à la vallée d'Anain. Alors, je vais commencer par un petit truc où je vais essayer de pas trop vous assommer parce que c'est un peu chiant en général. C'est les références historiques. Hein. En gros, ça a à peu près 1000 ans. C'est un ensemble de textes qui sont écrits au Moyen-Âge. Aux alentours du XIIe siècle. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont assemblé ces traditions-là, qui ont fait un petit peu des récits pseudo-historiques. Et en gros, le premier qui a fait ça, c'est Geoffroy de Monmouth. Ouais, effectivement, voilà, c'est en 1130. Et après, il y a plein d'auteurs, notamment un Français chrétien de Troyes, hein, qui a été l'un des plus connus. J'en reparlerai un tout petit peu plus tard, mais... Et en gros, voilà, ils ont utilisé chacun leur propre version. Donc, les noms des personnages changés, les intrigues aussi, les circonstances pareilles. Mais voilà, il y a toujours, par contre, cette unité de lieu. Qui est dans les bois. Ouais, voilà. Qui est définie... Parce que chrétien de Troyes, nous allons au bois. Ouais, ok. Il est en forme, ce soir. Ouais, il est en forme, ouais, mais ça commençait dès l'intro. Et en gros, voilà, c'est les territoires qu'on a définis un petit peu plus tôt. Et... en gros, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Arthur ou Artorus selon la version romaine et compagnie, au 5e ou 6e siècle à peu près, et alors que les Romains viennent de quitter l'île de Bretagne. Donc c'est la période des grandes invasions où à peu près tous les peuples du monde se sont foutus sur la gueule à cet endroit-là, et suite à la chute de l'Empire d'Occident, quoi. De Romain, pardon.
En gros, ce qui est intéressant dans la légende, pour en parler un tout petit peu pour ceux qui n'ont jamais entendu, pour Monsieur A ou Monsieur. Oh, c'est dur. Hein. Ouais, le Seigneur Monsieur Cavaillant, Ouais. il a la vie dure en ce moment, on va le laisser tranquille. Ok, alors, On va l'épargner. on va essayer d'épargner. Non, Monsieur par A. contre, tu peux utiliser Madame V, parce que Madame V, étant née de la dernière pluie, n'a pas forcément toute la culture voilà, qu'un grand sage tel que nous peut avoir. Bon, voilà, on va faire une petite dédicace à Madame V. Donc, ce qui est intéressant dans la légende. Et je dis ça, pardon, née de la dernière pluie, je veux pas dire qu'elle est naïve, je veux dire que littéralement, elle est née hier. Enfin, Oui, les jeunes. par rapport à nous, c'est ouf, c'est un bébé. Bah, la moitié moins que nous. Donc en gros, voilà, il y a deux récits qui se fondent un petit peu dans la légende arthurienne. Il y a effectivement la côté Camelot, quoi, enfin Camelot, une utopie chevaleresque qui finit par se déliter à travers les conflits entre Arthur, Lancelot du Lac et Mordred. Et de l'autre côté, la fabuleuse quête du Graal, celle qui est la plus connue, hein, c'est le récit le plus connu autour d'Arthur et ses chevaliers, où beaucoup échouent, notamment Lancelot, où d'autres réussissent. Mais en final, on voit assez peu de réussite. Il y a le fils de Galahad, qui a réussi, effectivement. Et c'est depuis quelques siècles, c'est centré aussi autour du christianisme. En fait, voilà, c'est chaque époque, en fait, c'est un petit peu réapproprié le mythe. Et du coup, au début, c'était pas forcément des chevaliers chrétiens, mais puis c'est devenu un point fort, en fait, de la tradition, notamment par le Graal. Les relations amoureuses, avec le triangle amoureux très connu entre Arthur, Guenièvre, sa femme, et Lancelot, qui fait écho aussi à l'histoire de Tristan et Iseux, qui préfigure un petit peu tout ce qui a été au Moyen-Âge qu'on appelle l'amour courtois. Alors, que ça soit clair, Lancelot et baiser qui dans le couple? Mais c'est Guenièvre. Ah. Après, on sait pas. Non, parce que Gawain, là... Ouais, effectivement. On en reparlera. En gros, au début, plutôt récemment, en fait, on a fait un lien avec la mythologie celtique. Ce qui est pas évident parce qu'en fait, au final, même si les mythes sont celtiques, CF, Seigneur des Anneaux, en fait. En gros, il reprend tous les mythes celtiques, notamment une partie de la légende arthurienne. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais en gros, c'est surtout quelque chose qui vient dans le XXe siècle, en fait, notamment en France. En France, pendant des années, des siècles. En gros, on s'en est battu les flancs de cette légende arthurienne jusqu'à ce moment on s'est dit putain, on va se faire du tourisme, on va se faire du pognon dessus, quoi. Donc du coup effectivement ça marche. Moi quand je suis allé en Bretagne, j'ai des trucs arthuriens de la forêt bruxelloise, j'étais en folie, quoi. Et en gros après il y a plusieurs je pense être, j'ai pas vérifié, mais je suis à peu près sûr qu'il y a au moins un coiffeur en Bretagne qui s'appelle Coiffé Morgan. Oh, c'est beau. C'est faux. Il est en forme, même quand il est très très en forme. En gros, après, il y a plusieurs personnages qui apparaissent au fur et à mesure. Son père, par exemple, Uther Pendragon, Yvain, Urien, enfin des bardes, Merlin l'Enchanteur, qui est devenu un personnage majeur au début, et des personnages qui sont issus de la mythologie pré-chrétienne, comme la fée Morgane ou la Dame du Lac. Voilà. Donc en gros, moi voilà une petite question avant d'enchaîner un petit peu sur les thèmes de la légende arthurienne. C'est qui votre personnage préféré dans la légende arthurienne? Si vous en avez, bien sûr. Là, comme ça, parmi tous les personnages que je connais, c'est dur de choisir. J'aurais dit Merlin. J'ai envie de dire Arthur. Ouais, non, Merlin, c'est bien. Je me demandais pourquoi Merlin. C'est un magicien. Parce qu'il est enchanteur. C'est un magicien. Voilà. Ouais, non, c'est stylé. Moi, ma première rencontre avec les légendes arthuriennes, c'était effectivement Merlin l'Enchanteur. Et oui, voilà, t'es un mec qui fait de la magie, c'est stylé. C'est un petit peu Gandalf, mais avant. Voilà, c'est ça que je voulais revenir. Du coup, un petit saut dans le temps dans ce que j'avais prévu, mais en gros, effectivement, Gandalf, c'est l'avatar de Merlin, en fait. Oui. Voilà, parce que c'est un peu le même type de mec. Je veux dire, ils font de la magie qui est utile, mais s'il y a un petit feu d'artifice à faire par-ci par-là, ils se privent pas. Tu vois, c'est pas les mecs qui sont trop sérieux dans leur magie en mode j'ai des grands pouvoirs et donc des grandes responsabilités. Non, c'est genre tu veux un truc pour kiffer, tiens, je te le fais. Tu vois, c'est ce genre d'enchanteur. Après, je sais pas si c'est moi la seule vision que j'ai, c'est celle du dessin animé. Je sais pas s'il était comme ça dans la vraie vie. Un petit peu des films, Là, tel que je le vois dans le film que j'ai vu avant-hier, il était pas pareil. Ouais, il était un peu bidon. Ouais, il était un peu bidon. Ouais. Bon, bref, on y reviendra. Juste pour compléter, c'est vrai que moi, quand je joue un jeu de fantasy, dès qu'il y a un magicien ou un mage, j'ai toujours
dans mon inconscient, je pense de suite à Merlin, quoi qu'il arrive. Même, tu parlais de Gandalf, Ultra. C'est vrai que Gandalf, la première fois que j'ai vu Gandalf dans Seigneur des Anneaux, d'entrée, j'ai pensé à Merlin, quoi. Ça a résonné en moi. C'est vraiment l'archétype du magicien. Ouais, c'est ça. C'est un archétype. Dès que tu vois magicien, tu penses Merlin, quoi. C'est la base de tout ce qui a été fait derrière, quoi. Donc, je vais pas développer plus avant parce qu'effectivement, il y en a qui font ça très bien et que c'est pas le but pour nous. Bah voilà, en gros, le thème du Graal. Là, vous l'avez pas vu, mais il a sauté 6 pages. Non. On est à la 3e sur 15, c'est bien. Le thème du Graal, en gros, c'est voilà une interprétation chrétienne qui a été faite en premier par Robert de Boron. Voilà. Enfin, ils ont tous des noms de ouf, Monmouth, Boron, chrétien. C'est joli, moi j'aime bien, ça a du style. Mais qui rappelle aussi la quête du chaudron magique. Et là, du coup, ça fait écho à la suite non officielle de Merlin l'Enchanteur pour Disney. C'est Taram et le chaudron magique, quoi. D'accord. Et en gros, qui nourrit les héros, les ressuscite. Et ça, il y a aussi un peu, selon Weiss, un petit peu plus tard, à mentionner la fameuse table ronde. Qui rappelle le cercle des guerriers autour du chef dans les mythes celtes. Ensuite, il y a la Avalon. Avalon, en gros, c'est la terre de félicité où, un peu comme le Vala pour les mythologies scandinaves, est emmené Arthur après sa blessure dans la dernière bataille. Il y a le thème du retour, de la résurrection. Là, du coup, on est carrément dans le trip christianisme. Chrétien. Ah, il y a le fameux, ouais, merci. Il y a le fameux thème de décapitation, mais on y reviendra, je pense, un peu plus tard, parce que là, pour le coup, il y a Caradoc, voilà, notre bon Caradoc, qui a été soumis au test. Et bien c'est sûr. boulangerie, ça. Ouais, plus ou moins. Et je sais pas si ça existe en dehors du Pas-de-Calais, ces boulangeries, cette chaîne de boulangerie. La boulangerie Caradoc. Attends, même pas, c'est peut-être même pas une chaîne, en fait, c'est sûr que c'est une boulangerie. Qui existe à un endroit. Un fan J'en de sais rien. Arthurienne. Tu sais, moi, je fais partie de ces gens qui voient une ville à un endroit et qui extrapolent et se disent c'est partout pareil. Donc peut-être que faites comme si j'avais rien dit. Et à Gauvin, mais bon, on y reviendra aussi. Du coup, est-ce que vous avez une histoire particulière dans la légende arthurienne qui vous a plus marqué, un conte ou... Bah, tout ce qui touche autour du Graal, c'est la quête ultime. C'est le truc, c'est la quête, c'est c'est le comment ça s'appelle, le symbole de la. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, tu cherches un truc. Ouais. J'ai l'air complètement teubé quand je dis comme ça. Cherche un truc. J'ai envie de dire un truc profond et c'est nul comme ça sort. J'ai trop regardé des vidéos avec des rappeurs, j'ai l'impression. C'est possible. Non, mais ouais, je veux dire, tu veux la définition de la quête, c'est la quête du Graal. Enfin, je veux dire, tu cherches un truc, tu sais pas exactement à quoi il sert, pas forcément, tu sais pas pour toi, c'est pour un autre mec qui le cherche, mais il t'a envoyé le chercher. On te dit c'est important. Toutes les quêtes de RPG, c'est une sorte de, tu vois, enfin, on t'envoie chercher des trucs, c'est jamais quelque chose que tu te dis, moi, ah tiens, j'ai vu ça a l'air bien, je voudrais ça, j'ai vu sur internet, ça un truc qui a l'air cool, je vais aller me le chercher. Non, c'est jamais ça. On te dit, toi, t'as été investi de la mission d'aller chercher ce truc pour un autre mec. Et ben, tout ça là, c'est la quête, c'est une ressucée de la quête du Graal. D'accord. J'ai l'impression que c'est très nul ce que je viens de dire. Non, en gros, la légende arthurienne comme la naissance du RPG, quoi. C'est la classe. Oui, voilà. Ouais, c'est la classe. Ouais, moi, c'est pas une quête à proprement parler, c'est plus un moment qui, pour moi, est resté un peu marquant. Enfin, là, je fais référence notamment au film de 1981, qui était... Excalibur. C'est ça, Excalibur. Et où tu as la Dame du Lac, enfin, ce plan où tu as la Dame du Lac, enfin, tu vois juste la main qui sort de l'eau et avec l'épée qui brille. Je trouve ce plan magnifique, c'est resté, tu vois, ce truc voilà, dans mon inconscient. Mon seul regret là pour cet enregistrement, effectivement, c'était de pas avoir eu le temps de revoir Excalibur. Pareil, j'ai déjà, tu vois, tu m'ôtes les mots de la bouche parce que je voulais le voir pour ce numéro. Ouais. On met pause dans l'enregistrement, on mate Excalibur et on reprend. De mémoire, il est super long, quoi. Mais ouais, c'est partie de ces films que je voulais absolument revoir parce que j'avais adoré. Même le Merlin avec le casque en métal et tout, enfin, il était stylé, quoi. La classe. Ouais. Mais en fait, il y a un truc, moi, voilà. Je pense que ce que j'aime dans les légendes arthuriennes en particulier, le point que j'aime, c'est le fait que le lore te soit donné de manière segmentée
C'est Dark Souls, quoi. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que tu vas regarder Merlin l'Enchanteur. Dedans, on va te dire, ouais, tiens, vite fait, hop, t'as vu, vite fait, là, t'as Excalibur, tu peux la sortir du rocher, machin. Mais c'est tout, tu vois, on va pas aller plus loin sur ça. Enfin, je sais plus, j'en sais plus, j'ai vu il y a 30 ans, le film. Et dans d'autres trucs, tu vas dire, ah tiens, là, regarde, ça, c'est la Dame du Lac, elle vient, elle t'aide, elle fait des trucs, je sais pas, elle fait des shenanigans, j'en sais rien. Mais, tu vois, t'as jamais l'histoire complète d'un truc, à part si tu regardes un film sur ce truc-là. Mais dedans, t'as d'autres trucs. Et ce qui fait que t'as ce puzzle-là que tu reconstruis au fur et à mesure que tu consommes des œuvres. Alors, encore une fois, c'est vraiment pas un truc que j'ai consommé à fond non plus. Mais mine de rien, parmi les 2-3 films par-ci, par-là, les 2-3 petites références, etc., bah, t'as des petits trucs. Et au fur et à mesure, déjà, tu te rends compte que c'est pas toujours raconté de la même façon. Qu'il y a différentes versions, que les gens vont arranger les trucs un petit peu à leur sauce, etc. Et ce qui fait qu'il y a une sorte, autour de ce lore, une sorte d'aura un peu mystique de, ben en fait, t'en fais un peu ce que tu veux, tu comprends un peu ce que tu veux, et tout ce qui est important, c'est que là, quand tu vois une meuf près d'un lac, tu dis, ah, c'est la Dame du Lac. J'y étais en Bretagne, j'étais à l'endroit où il y a... Sauf quelquefois, c'est Winifred, ou je sais plus comment elle s'appelle. Ah, Winifred, ouais, effectivement. Ouais. Et ce qui est très intéressant, effectivement, là, du coup, c'est un peu répondre en partie à la question suivante. À quel moment, en fait, vous avez connu la légende et pourquoi ça vous a marqué? Donc là, vous avez déjà un peu répondu. Et un peu comme toi, en fait, moi, Ultra, pour moi, ça a été Merlin l'Enchanteur, en fait. Si je me rappelle, j'avais 8 ans. Je crois que je venais d'arriver à Marseille, un truc comme ça. Un film de Disney, hein, ouais. ça. Ouais. Et c'était à la grande époque, dans les années 80, où ils nous remettaient tous les Disney, tous les vieux Disney au cinéma. Et j'avais été bluffé par la légende arthurienne. Il y a eu aussi un petit moment, voilà, là j'y repense, c'est des trucs que j'ai pas notés, mais en plus, où je jouais au livre dont vous êtes le héros, et il y avait la quête arthurienne. C'était sans doute la meilleure série de livres dont vous êtes le héros qui a jamais été faite, enfin, pour moi. Où tu incarnais Pipe et tu recroisais Merlin, Arthur et compagnie. Enfin, surtout Merlin, qui était très drôle, en fait. Mais c'est ça, en fait, c'est ça que j'adore, c'est que c'est des personnages et des histoires qui sont assez vagues, mais malgré tout, assez familières. Et quand tu les recroises dans une autre œuvre, parce qu'en fait, bah, par exemple, le coup de je sors une épée d'un rocher, tu l'as vu dans 1 milliard de dessins animés pour enfants quand t'étais enfant. Enfin, moi, quand j'ai vu la première fois Merlin l'Enchanteur, j'ai dit, ah, le mec, il sort une épée d'un rocher, ouais, bah, ça, c'est bon, j'ai déjà vu dans plein de trucs. Sauf que, bah, en fait, non, c'est de là que ça vient. la ref, elle est là. Voilà. Mais mine de rien, voilà, t'as ce côté-là où c'est quelque chose qu'on va partager, mais peut-être pas de manière aussi explicite que la mythologie grecque, ou la mythologie grecque, tu vas l'apprendre à l'école. On va te dire, bon, bah voilà, t'as Chronos, c'est le père de tel mec, je sais plus. Oui, en gros, effectivement, voilà ce que je crois que je disais au tout début, c'est-à-dire que du coup, autant les gamins, on en parle tout le temps de la mythologie grecque, sans l'étudier forcément, mais ça sort tout le temps, en fait, ça sort tout le temps. Dans le cas de mythologie arthurienne, en général, j'ai 1 ou 2 élèves par an qui me disent, ah, j'aimerais bien faire un truc sur Arthur et ses copains, quoi. Mais voilà, mais c'est un truc que tu vas découvrir par toi-même, en fait, ouais. au détour d'une œuvre, au détour d'un truc, d'une référence ou d'un bouquin que tu vas emprunter quelque part, ouais, quoi, tu vas apprendre un petit truc qui va te donner envie d'aller un petit peu plus loin. Ça m'a jamais donné l'envie au point d'aller vraiment un peu plus loin, mais par contre, quand je trouve une référence quelque part ailleurs, je dis, ah tiens, ça c'est cool, ça fait référence à tel mec ou telle meuf, et je suis content. Bon, après, voilà, moi, alors que la mythologie grecque, quand je trouve une référence à la mythologie grecque, je me dis, ils se sont pas foulés, ils ont juste fait une référence, ils ont juste repompé la mythologie grecque. C'est vrai que pour ma part, bon, c'est pas pour rien aussi que je fais la mise de cet épisode, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec cette légende, autant qu'avec les mythes grecs, mais d'une manière très différente, plus poussée pour la mythologie arthurienne. C'est que du coup, voilà, ça m'a accompagné, et à un moment donné, je suis arrivé à la fac, je faisais en parallèle de mes études de cinéma une année de lettres, en fait, de lettres modernes. Et j'ai pris un cours sur voilà, tout ce que je vous ai dit là sur les trucs historiques où j'avais de l'ancien français, etc. Donc le père Lesvaux, Chrétien de Troyes. En fait, tout ça, en fait, c'était passionnant ce cours. En fait, c'était tellement passionnant. La prof était passionnante aussi. Ce qui fait qu'en fait, du coup, j'ai acquis une certaine connaissance en fait sur le sujet que j'ai un peu oublié depuis. Hein, mais elle s'appelait comment? Parce qu'on a un peu craché sur les profs la dernière fois. Et du coup, je pense qu'il faut leur rendre honneur, et quand ils ont fait du bon travail. Non, il faut que je retrouve son nom, mais là, ça va être dur à trouver. Mais elle était passionnante. Remarque, j'ai pas retrouvé son nom. J'ai un bouquin que j'avais pris, du coup, qu'elle avait coécrit. Et du coup, voilà, j'ai adoré ce cours, parmi d'autres choses. Hein. Et ça m'a vraiment donné un autre regard. C'est-à-dire que j'avais une approche enfin historique. Et du coup, ça fait une parfaite transition avec la deuxième partie, et faire une petite dédicace à mon pote Pascal qui m'a offert pour mon anniversaire Arthur et les Mini Boys, pardon, et de William Blanc, un historien que lui il a vu des conférences à Paris, parce qu'il vit à Paris, et effectivement j'ai fini par le lire. C'est un truc qui fait au moins 700 pages, hein. Du coup je l'ai terminé en quelques mois,
Et en fait, il m'a fait découvrir, cet auteur, William Blanc, que la mythologie arthurienne, ça a été surtout une arme politique. Et ça, je m'y attendais pas. Parce que pour le coup, et cette arme politique, elle s'est exprimée par quoi ? En fait, par la pop culture. Et les premiers qui ont essayé un petit peu de faire ça, en fait, comme arme de propagande politique, c'est là où c'est venu, hein, les Anglais, quoi. En gros, le Royaume-Uni. Parce que si on voit plein d'œuvres, effectivement, qui ne connaît pas au moins un roman, une peinture, un film, une BD, une série, un jeu vidéo, une pièce de théâtre, enfin bref, un opéra, la musique, tout, vous trouverez des références à la mythologie arthurienne. Sacré Graal. Tout ça, en fait, ouais, voilà, Sacré Graal, c'est un autre truc qu'il faut qu'on parle. C'est ça, mais en dehors de ces films-là, ou de ces trucs qui sont super évidents, parce que c'est marqué dessus, enfin, tu vois, c'est super flou pour moi. Enfin, tu vois, j'arrive pas, je sais que à chaque fois que je vois un truc qui est vraiment lié aux légendes arthuriennes, je me dis, ça je connais, mais je sais pas d'où exactement. C'est super nébuleux pour moi. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, c'est tellement ancré dans la culture, mais de manière un petit peu obfusquée, que du coup, je ne saurais pas dire d'où viennent. Enfin bref, pardon, excusez-moi pour cette parenthèse qui n'était pas forcément super intéressante. Donc en gros, pour reprendre un petit peu le fil chronologique, c'est à partir du XVe siècle qu'il y a un mec qui s'appelle Thomas Malory, qui a écrit le roman du roi Arthur. Il est devenu sœur grâce à ça ou pas, je sais pas. Et c'est devenu une œuvre de référence. En gros, sur la légende du roi Arthur, notamment sa mort, la mortelle d'Arthur, qui va avoir une influence du coup sur les œuvres plus tard. C'est une compilation de plusieurs œuvres en anglais et français. En gros, le mec, il a fait bon, je vais vous résumer tout ce qui s'est fait pendant 4 siècles. En gros, c'est dit un petit peu ça. Et il y a 8 histoires. Ensuite, je fais un saut dans le temps. On passe au 19e siècle. Donc, je rappelle, avec l'idée d'arme propagande politique, le but pour Thomas Malory, c'était d'asseoir, entre guillemets, la légitimité des rois. Au 19e siècle, là, c'est plus sous fond de rivalité franco-britannique, où, en fait, toute la légende arthurienne a été expurgée de l'influence française, qui était monstrueuse dès le départ. Et enfin, la dernière période, celle qui m'intéresse un petit peu plus là sur cette question-là, c'est les États-Unis. En fait, les États-Unis, c'est très étonnant parce que, en gros, la légende, au moment où la légende arthurienne commençait à un petit peu décliner complètement en Europe, eux se sont emparés et l'ont mondialisée. En fait, ce qui fait qu'on connaît aujourd'hui la légende arthurienne, c'est grâce aux Américains. Et ça, c'est très étonnant. Pareil, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru et qui paraît évident après coup, parce que les 3/4 des œuvres qu'on connaît de la légende arthurienne, en fait, elles viennent de là-bas. Merlin l'Enchanteur, Disney. Et pour le coup, ça a servi les visées politiques de tous les types de régimes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et ça a commencé par une œuvre qui est assez méconnue, en France en tout cas. La preuve, la version complète du roman a été éditée en 2013, alors que l'œuvre date de 1949, par Mark Twain. Et le nom me disait absolument rien avant que William Blanc en parle. C'est un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur. Alors dit comme ça, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Comme ça, qu'est-ce que c'est ce truc ? Alors en gros, c'est une œuvre satirique. C'est un roman qui présente l'Angleterre du VIe siècle comme des sauvages un peu arriérés, comme des arriérés. Et elle est vue à travers cette culture médiévale, à travers les yeux de Hank Morgan, un simple habitant du Connecticut qui est mécano, qui est un peu débrouillard, et qui se réveille d'un coup, en fait, après un coup sur la tête, transporté à l'époque du roi Arthur. Mais lui, du coup, il est de 1949, c'est ça ? Ouais, voilà, en gros, c'est... Voilà. Du coup, un petit résumé de l'histoire. Au cours d'une bagarre dans une de ses usines, un Yankee, self-made man, audacieux. Donc, il faut traduire pour monsieur A, peut-être ? Ou monsieur V, ou madame V. Audacieux ? Non, self-made man. Self-made man. Un homme fait tout seul. Un homme qui se fait tout seul. Un autodidacte. Il se retrouve projeté 1300 ans en arrière à la cour du roi Arthur. Que peut faire un homme entreprenant, opportuniste et inventif au milieu d'un reçu comme Sir Galahad, Sir Lancelot ou encore Merlin l'Enchanteur ? Ce magicien de pacotille. What ? Ouais, voilà, c'est exactement ça. Moi, j'ai eu la même réaction. Telle est la question que se pose à lui dès son arrivée. Immédiatement, la réponse lui apparaît. Devenir le boss. En gros, l'idée, c'est de reconstruire les États-Unis dans la cour du roi Arthur, en les aidant ces personnages mythiques, et surtout en les dévalorisant, en fait. En gros, l'idée, c'est ce qu'on appelle en histoire, donc c'est pareil, c'est un concept que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris grâce à William Blanc, c'est faire de la translation impériale. En gros, les premiers à avoir fait ça, c'est les Romains sur les Grecs. En gros, ils se sont dit, pour avoir le prestige des Grecs, on va leur piquer leur bite.
les Anglo-Américains, pour avoir le prestige des mythes ou de l'Angleterre, du coup on va leur piquer leurs mythes aussi, c'est pareil, et on va les rendre ridicules. Donc en gros, il importe son savoir américain, parce qu'américain c'est bien, c'est Left 4 Dead 3 qui est aussi une référence dans les films dédiés à la culture arthurienne, et va sauver les moyenâgeux, quoi. Et est-ce que vous connaissez une œuvre qui repose un petit peu sur quelqu'un, moi je viens d'en citer une, c'est facile, hein, c'est pour moi la plus évidente, mais qui repose sur cette trame en fait. Il y a un mec qui est projeté dans un temps ancien, pas forcément Arthur, hein, mais et qui en fait sauve. Il n'y avait pas un Evil Dead qui était. Ouais, Evil Dead 3, c'est celui que je pensais. Ouais. J'allais dire. Il y a les visiteurs, mais bon. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Ouais, parce qu'ils vont il y avait le projet d'Alain Damasio. Non, c'est pareil, c'est le contraire aussi. Ouais, c'est le contraire. Ouais. Donc ouais, c'est assez rare en fait, mais c'est une trame qui aux États-Unis en fait est hyper connue en fait, et qui a même, effectivement, j'ai découvert après coup, un épisode de MacGyver où MacGyver est balancé un double épisode à la cour du roi Arthur, et bon, MacGyver, quoi. Il n'y a pas plus inventif que MacGyver. Bah oui. Donc le traditionnel avec un bout de ficelle, du scotch. Mais justement, il n'y avait pas de trombone, qu'est-ce qu'il fait J'ai construit une forge. Avec une corde. Pour faire un trombone. Avec une corde, une enclume, mais je construis une forge. Dans un certain sens, bon après là, il y a débat ou pas, hein, mais dans un certain sens, Indiana Jones, à la fin de l'Arche perdue, quoi. Pas de l'Arche perdue. Le 3. Oh putain, j'ai plus son nom. Je me souviens plus. La dernière croisade. La dernière croisade. Ouais. Où il rencontre du coup le chevalier. Oui, mais il est pas envoyé. Il voyage pas, mais le fait de cette rencontre avec ce chevalier hyper ancien, ça peut avoir valeur de voyage. C'est exactement ça en fait. C'est exactement cette trame là en fait. C'est tout le cinéma américain en fait qui s'appuie sur ce modèle là, et cette scène dont tu parles en particulier. Et en fait, un des films arthuriens en fait, ça fait qu'Indiana Jones 3 est un film arthurien en fait. Parce qu'il parle de la quête du Graal déjà, et parce qu'il y a ce côté un Américain inventif. Bon là, on a quand même un prof d'université. Indiana Jones, c'est pas n'importe qui, mais en gros là, le personnage archétypal de Hank Morgan, c'est en gros pas le bouseux du coin, mais la classe au-dessus, quoi. Presque qu'il pourrait être un autre, le gars moyen en gros. Du coup, il sauve des stars en fait, mais des stars anglaises. Donc voilà, effectivement, comme tu disais, Ultra, c'est Evil Dead 3, quoi. Où Ash, il débarque, il se retrouve transporté avec sa bagnole, son fusil, sa tronçonneuse, à l'époque arthurienne. Donc c'est à mourir de rire. Ce film-là, c'est un de mes films cultes. Il faudrait faire juste un épisode. C'est vrai. Il est tellement bon, ce film. C'est what the fuck c'est what the fuck du début. Il y a, en fait, pour continuer un petit peu sur le sujet, l'appropriation, il y a la création même d'une chevalerie américaine sur le modèle de la chevalerie arthurienne, où ils embrigadaient les pauvres enfants à avoir les mêmes valeurs que les supposés chevaliers. C'est dur, quoi. Non, voilà, au début du XXe siècle et tout au long du XXe siècle, il y a eu des schools, Arthur, je sais plus le nom exact, mais où la représentation d'Arthur du président Kennedy en roi Arthur, il était assimilé véritablement là-bas comme la réincarnation d'Arthur, quoi. Il y a c'est vraiment des Mongols, ces Américains. Il y a une utilisation un peu c'est sérieux, c'est quoi le rapport? Le mec il habite à un océan de là, tu vois, enfin il y a rien, Non, mais il avait les mêmes vertus que les chevaliers, et il y a une vraie, pour le coup c'est bien documenté par William Blanc. Là tu dis ah ouais, en fait oui, effectivement, mais c'était une visée politique. Ou bien encore dans le côté un petit peu inverse, pendant les années Reagan, où Arthur a utilisé à des fins anticommunistes pour souligner que tout ça pour souligner que la force du mythe, sont adaptés. C'est vraiment un peu comme tu l'as dit en plus, tu l'as très bien dit, Ultra, c'est-à-dire que c'est malléable à merci, c'est parfois vague, et du coup tu en fais un peu ce que tu en veux. Et tu peux construire soit en opposition, c'est-à-dire que tu dis, en gros, voilà, comme un Yankee du Connecticut, en gros, les personnages d'Arthur, c'est des bouseux qui sont incapables de faire quoi que ce soit, ou au contraire, pour démontrer qu'en gros, l'américain, c'est bien, cette phrase encore de Evil Dead 3, ou au contraire, récupérer le prestige. Et il y a une autre œuvre, effectivement, qui fait écho à un truc que tu nous as dit en off, qui reflète parfaitement ça, c'est Prince Vaillant. En BD, ça a eu un succès monstrueux, je crois que ça date de 1937, et j'ai oublié le nom parce que je l'ai pas noté, voilà. Donc c'est pas grave, un très grand dessinateur de BD d'ailleurs.
Tout ça pour le lien, du coup, est-ce que vous connaissez, voilà, on en a parlé en même temps des œuvres arthuriennes américaines. Et du coup, est-ce que vous connaissez une œuvre française ou des œuvres où, voilà, quelque chose. J'ai parlé de Chrétien de Troyes, j'y reviendrai un petit peu, mais après ma question. Mais qu'est-ce qui vous a plus le marqué dans les mythes, le mythe arthurien en France? Il y a l'évidence de Kaamelott, je pense. Ouais. Après. Ouais, j'ai dit tout à l'heure, Arthur et les Minimoys. Je me fais dévorer par les moustiques qui chantent chez toi, là. Ouais. Je me fais attaquer de la cheville. Oui, c'est l'heure. Alors, en fait, c'est l'heure où les moustiques et les rats sortent. Ah, d'accord. Voilà. Qui bouffe qui? Si les moustiques pouvaient bouffer les rats ou inversement? Non, en référence française, honnêtement, j'en ai pas là sous le coude, je t'avouerai. Bon, on peut parler un petit peu de Kaamelott vite fait, quoi. Ouais, à part Kaamelott, ouais, voilà. Alors effectivement, Kaamelott, c'est une série créée par Alexandre Astier il y a un petit paquet d'années maintenant, qui a eu donc c'est une short-com, au début c'était des épisodes très courts, humoristiques, et qui pastichaient un petit peu l'univers, mais en fait, au fur et à mesure, c'est devenu une œuvre beaucoup plus profonde, avec des épisodes beaucoup plus longs, des épisodes dignes d'une série justement assez classique, avec le format 45 minutes, 1 heure, et un traitement des personnages qui est très intéressant. En gros, l'une des questions que pose la série, c'est comment on fait un mec moyen, justement, autour de gens qui sont vraiment débiles. Oui. Voilà. Entouré de personnages complètement débiles. Et comment il fait pour tenir, en fait? Et en fait, non, il tient pas. En fait, les spoilers, il tient pas. Et la série est à la fois très drôle, très profonde. On peut parler brièvement du film, qui est pas exemple de défaut, mais quand tu aimes le Kaamelott, ce qui est mon cas, ouais, ça passe quand même. Tu as envie de voir la suite, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Jérém. Ouais, moi, je crois que j'ai déjà dit dans une émission passée, mais on en avait parlé, ouais, effectivement. Ouais. J'ai jamais trop accroché. Il y a pourtant sur le papier plein de choses qui pourraient me plaire. En plus, j'adore Astier. Son exoconférence, je l'ai adoré. D'une manière générale, quand je le vois intervenir quelque part, j'adore ses interventions. Et je trouve que voilà, le gars est vraiment très très loin d'être con. Mais je sais pas. J'ai essayé Kaamelott plusieurs fois et j'arrive pas à rentrer dedans, quoi. Si je tombe dessus sur un épisode, je vais un peu regarder, mais je vais pas vraiment avoir le truc de suivre l'histoire, de savoir ce qui va se passer après, de suivre le fil. Et le film, par exemple, quand il y a eu l'engouement autour, ça m'a donné un peu envie d'aller le voir, mais au final, je sais pas, vu que j'ai pas suivi la série, je vois pas trop l'intérêt d'aller voir ce film, puisque j'ai pas tout le... C'est était bourré de références. De références, c'est ça, ouais, ce que j'ai cru comprendre, donc ce qui est logique. Mais ouais, donc ouais, malheureusement, Kaamelott, je sais pas, je suis pas client. Moi, c'est pareil, j'ai vu, en fait, le truc, c'est que je regarde pas du tout la télé, donc j'ai pas pu voir Kaamelott au moment où c'est sorti. Voilà. Les seules fois où j'ai entreaperçu des épisodes, c'est quand je vais voir ma famille, qui regarde beaucoup la télé, par contre. Et du coup, ça arrive qu'il y ait des épisodes de Kaamelott qui passent à la télé à un certain moment. Sauf qu'en fait, je sais pas pourquoi, ça fait partie de ces malédictions que j'ai, c'est que à chaque fois que j'y vais, c'est les mêmes épisodes qui passent. Ce qui fait qu'il y a genre 4 épisodes que j'ai vus 10 fois. C'est toujours les mêmes. Du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que je connais de Kaamelott. Après, j'avais prévu, ouais, je me suis dit, ouais, un jour, il faudrait quand même que je regarde. Je les ai tous en DVD. Voilà, ça peut être très cool. Ouais, tu vois, j'ai pas de lecteur DVD, par exemple. Même ma PS4, elle est pas branchée. Donc, mais ouais, non, ça avait l'air très sympa. C'est juste un manque d'opportunité en ce qui me concerne. Du coup, désolé. Du coup, voilà, ce qui est bien dans Kaamelott, c'est qu'il lui fait vraiment une utilisation, une réappropriation totalement originale. Effectivement, Merlin, pourtant, voilà, personnage iconique, majestueux, qui devient une espèce de... Ah, il le descend, hein. Il descend. Il le massacre. Ah, oui. Et en même temps, il est génial, son personnage, quoi. Tout en le massacrant, il est génial. Enfin, Lancelot, qui est parfait. En fait, tous les personnages sont parfaits dans la façon dont il a écrit, en fait. Avec les dialogues là, Oudjar. Enfin bref, je vais pas refaire un truc, parce que pareil, ça mériterait un truc, et encore, il faudrait que tout le monde accroche à Kaamelott pour que ça soit vraiment intéressant. Mais en gros, voilà, pour moi, voilà, la quintessence de l'œuvre pop culture, mythe arthurien, pour moi, c'est Kaamelott, quoi. Je pense que c'est limite indépassable, en tout cas en France. Oui. Parce qu'il a vraiment réussi quelque chose qui est assez extraordinaire, et j'encourage les gens qui sont fans aussi de regarder les bonus, parce que du coup, il montre un petit peu le processus
Ces bonus sont vraiment très intéressants. D'habitude, c'est chiant dans les DVD où c'est de l'auto-congratulation. Oui, j'ai jamais travaillé avec cette actrice, mais là, franchement, c'était le meilleur film que j'ai fait avec quelqu'un. Voilà. En gros, bref, c'est de l'auto-suçage collectif. Donc, c'est pas ouf. Je viens d'avoir un flash. Parce que tout à l'heure, on parlait des jeux, tu dis qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. C'est un truc qui avait, je crois que ça avait été adapté en dessin animé. Il y avait un jeu qui se passait à la cour de Camelot avec des dragons. Oui, Blazing Dragon. Je voulais en parler tout à l'heure. Et j'avais complètement oublié l'existence de ce jeu. Et pour le coup, j'y ai joué. Ah bah tu en parleras tout à l'heure quand on parlera. J'en parlerai pas parce que je m'en souviens de rien. Je me souviens juste que ça existait. Mais voilà. En gros, en France, il y a 2 films qui sont qui sont bons. J'en ai vu un des 2, je crois que j'ai vu Lancelot du Lac de Robert Bresson, mais qui est un film un peu plus pour les cinéphiles, on va dire. D'accord. Pareil pour Perceval le Gallois d'Éric Rohmer, hein, c'est 2 grands réalisateurs français de cette période-là, les années 70. Voilà, donc du coup, il y a eu quand même un gap, on va dire un trou quand même de 44 ans entre le film je sais plus c'est lequel de Bresson ou de Rohmer, et le film d'Alexandre Astier. Ouais. Donc en fait, il y a eu vraiment une déperdition. Si Astier n'était pas revenu, en fait, Camelot, la légende arthurienne en France serait devenue, en tout cas, ce sera encore dans l'oubli un peu. Ouais, voilà. En tout cas, d'un point de vue audiovisuel, complètement perdu, quoi. En littérature, c'est pas tout à fait le cas. En gros, c'est considéré même, voilà, du coup, qu'il y a comme un sous-genre de la fantasy. On peut en distinguer, le côté un peu épique, concentré sur les chevaliers et le combat, et l'autre qui est plutôt magique, autour de la sorcellerie, Merlin, Morgane, etc. Et notamment toutes les créatures, type elfe, nains et compagnie, quoi. Donc on a vraiment ces 2 parties-là. La magie, elle est souvent liée effectivement à la nature, avec la figure du druide, avec des fortes valeurs écologiques. Donc on a vraiment dans d'autres cas, c'est plutôt l'opposition entre Merlin et Morgane, parce que beaucoup de façons de représenter la mythologie arthurienne, notamment les femmes, ça a toujours été très souvent, à très rares exceptions près, les femmes considérées comme des personnages négatifs. Donc voilà, comme un peu les méchantes de l'histoire. Donc c'est quand même une mythologie assez, je dirais pas misogyne, mais quand même axée sur vraiment les hommes, et où les femmes ont pas, c'est pas ouf, quoi. Guenièvre, c'est celle qui trompe Arthur. Morgane, c'est celle qui faute avec Arthur, alors c'est sa demi-sœur. Enfin bref, il y a un affrontement un peu à la con du bien contre les mâles, de l'homme contre la femme, quoi. Effectivement, alors ça tombe bien, je profite de cette interruption pour vous dire qu'il y a une araignée et que je vais la tuer devant vos yeux. Ce que je suis en train de dire. J'aime pas quand tu es araignées. Alors si tu veux, tu peux la prendre et la ramener dehors si tu veux. Ouais, mais attention, te rate pas. Bon, on fait une petite pause du coup. Ouais, vas-y. Désolé. Bon, dommage. Donc, effectivement, pour reprendre un petit peu le fil. Désolé d'avoir tué cette araignée, mais elle a atteint un point de non-retour où elle aurait pu se faufiler dans des endroits problématiques. Du coup, je voulais pas lui laisser atteindre ce refuge. Voilà, tout le monde était moins. T'es un homme violent. Voilà, envers les araignées. T'es un homme toxique. Pour les araignées. Il est arachnophobe. Non, ouais, mais dans le sens arachnocide. Ouais, arachnocide. C'est ça. Ça ferait un bon jeu à la type Vermintide. Ouais, j'y jouerai pas. Parce que bon, quand même. En gros, après, ce qui a supplanté un petit peu effectivement les combats, etc., c'est la figure de Merlin. Hein. Je pense que pour nous tous, c'est un petit peu le mec en fait qui a tout changé en gros pour la légende arthurienne. Il y a d'ailleurs un chapitre dans ce fameux ouvrage dont je parlais de William Blanc, effectivement la revanche de Merlin, quoi. Enfin, et effectivement l'influence, on en a déjà parlé un petit peu sur tu disais Gandalf, hein, en gros. Et même Dumbledore, en fait, quand tu y repenses, Dumbledore, c'est pareil. J'ai posé le citer tout à l'heure, je me suis dit, je vais dire un hors-sujet, mais pour Dumbledore, il a la même aura, quoi. Il a la même aura, c'est vraiment le truc. Et voilà, tandis que il y a aussi ce côté, en fait, tout le côté chrétien qui disparaît un petit peu quand on parle de fantasy arthurienne, pour se concentrer plus sur la partie celte, en fait, du mythe.
Et voilà, je vais donner quelques petites œuvres, on va pas m'étendre, juste des noms comme ça, dire un peu ce qui se passe dedans, mais vite fait, quoi, parce que c'est pas... mais c'est vraiment axé pop culture, pour le coup, c'est vraiment des littératures que les fans de fantasy peuvent lire les yeux fermés pour certaines. Et donc, il y a le cycle Haka du roi Arthur de T.H. White, qui a 4 tomes, qui nous compte un peu toute l'histoire d'Arthur, en gros. Parfois, c'est anachronique, parfois, il croise d'ailleurs Robin des Bois. Oui. Parfois c'est humoristique ou un peu comme dans Merlin l'Enchanteur où Merlin il est un peu drôle quoi. Après c'est un peu plus sombre dans la suite, mais voilà, du coup c'est ça qui a donné l'idée de Merlin l'Enchanteur d'ailleurs, du coup voilà, ce cycle là. Ensuite on a effectivement de Tolkien qui a écrit La chute du roi Arthur en poème de 1000 vers qui donne une version sombre qui est basée un petit peu sur la figure du roi Arthur comme roi guerrier et conquérant, la trahison de Mordred. En fait, il reprend le mythe, mais dans une version poétique. Oui. Et je ne l'ai pas lu, pourtant j'ai à peu près tout lu de Tolkien, mais ça, je ne l'ai pas lu. J'aimerais bien le lire un jour. Il y a une saga que j'aurais beaucoup aimé en lire, mais qui est indisponible en France, qui s'appelle, c'est Ram qui me l'avait conseillé, la saga du roi Arthur de Bernard Cromwell. Pareil, c'est une trilogie qui dépeint un petit peu un personnage qui vit dans ce monde-là, mais de manière un peu plus historique, on va dire. En gros, voilà, c'est un peu plus... Je vais pas m'étendre non plus sur ça, parce que c'est pareil, c'est pas ce qui est le plus important. Un ouvrage que je connaissais pas, Avalon High de Meg Cabot, où c'est là pareil, on a une jeune femme, là du coup c'est bien parce qu'on voit un petit peu plus le pendant féminin de la légende, avec un personnage, une héroïne femme. Il y a le cycle Pandaron qui suit un petit peu sur plusieurs générations en gros, des grands-pères, d'arrière-grands-pères d'Arthur, etc. Il y a un roman de Barjavel que je ne connaissais pas, L'Enchanteur, du coup qui se concentre sur Merlin, donc c'est assez intéressant. Un autre qui se situe sur Guenièvre. C'est ça qui est intéressant, c'est que la littérature change un petit peu la donne entre guillemets dans la représentation du mythe et donne un peu plus la parole aux femmes. Et c'est très très intéressant parce que voilà, on a tellement une vision très centrée sur les hommes et leurs exploits que du coup on perd un petit peu l'intérêt de ces personnages-là, quoi. Mary Stewart, le cycle de Merlin, pareil du coup autour de Merlin. Et il y a deux autres, dédicace à notre ami Lloyd Cherry, parce qu'il a mis quelques-uns du top 5 là qu'on a parlé. Dans son top 5 sur la légende arthurienne, il y a Les Pas de Merlin de Jean-Louis Fechtel, qui a été récompensé en 2003 aux Imaginales, donc un roman qui est assez fidèle à la réalité historique, ou tel qu'on l'imagine, parce qu'il n'y a pas... Arthur n'a pas existé tel qu'on l'imagine en tout cas. Et il retrace à travers la guerre entre les Saxons, les Gaëls et les Pictes. Il retrace un petit peu tout ce qui se passe en Écosse pour le bar de Myrdine. Je pense que c'est un autre nom de Merlin. Et c'est un truc assez intéressant, mais c'est très sombre, voilà, très très sombre. Voilà, sur la jeunesse de Merlin et son éveil, on va dire. L'autre bouquin que j'ai lu est là le premier, mais pareil, c'est un cycle, le cycle d'Avalon. Et Les Dames du Lac, qui se concentrent vraiment sur les personnages féminins, donc Viviane, Morgane, Hygerne, Guenièvre, toutes sont mises à l'honneur et on revisite les aventures de la table ronde à travers leurs yeux. Donc c'est pareil, c'est un cycle qui est extrêmement bien écrit. Et si je devais vous conseiller une œuvre en littérature, ça serait celle-là. De Marion Zimmer Bradley, pardon. Voilà, une excellente auteure de fantasy et aussi un peu de SF. Vu que justement il y a des choses qui sont pas mal obscures pour moi dans les légendes arthuriennes, et notamment tu vois ce dont tu parles, Avalon, je savais pas que ça venait de là, tu vois. Et ça me fait penser à un film du coup qui devait y faire référence, et du coup je suis passé complètement à côté des références. C'est le film Avalon de Mamoru Oshii. C'est ça, c'est une production japonaise russe. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Polonaise, je crois. Polonaise, polonaise et polonaise. Ouais, c'est vrai. Polonais et russe. Bon. En gros, tout le casting, tout le casting et en gros, ça a été tourné en Pologne, tout ça. Ouais. Et toutes les productions, la production est japonaise. Ouais. Et le réalisateur est japonais. Qui est le papa de Ghost in the Shell. C'est ça, c'est son deuxième film après Ghost in the Shell. Et je me souviens que j'ai vu ce film, c'était 2-3 ans après Matrix de mémoire. Et on était grosso modo dans cette période-là, quoi, cette vague-là. Ouais, je crois que c'est 2000, effectivement. C'est un côté un peu cyberpunk et tout, j'avais adoré ce film. Je l'ai pas revu depuis, ça fait longtemps que. Genre, je crois qu'avec Ultra Chili, c'est. Ouais. Un des premiers films sur lesquels, au début, on s'est rencontrés, on a un peu discuté
discuter ciné. Avalon, c'est vite venu sur la table, au même titre que le Samurai Pizza 4 est venu sur la table aussi. Ont été les deux, je crois, voilà, c'est les deux trucs qu'on s'est lâchés, qui ont été les seuls à connaître. Enfin voilà. Toi aussi, tu connais ça? Ouais, toi aussi, tu vas être mon meilleur ami. Ouais, viens, on fait un podcast. Allez, c'est parti. Il y a même pas de ça. Effectivement, Avalon, c'est très étonnant que j'y ai pas pensé, parce que c'est un film pareil pour moi qui est un film culte. Je l'ai en DVD d'ailleurs, si on veut le revoir un jour. Ouais, ça, on pense la première fois que je l'ai vu, c'était en version anglaise non sous-titrée, chez le grand frère de mon pote Jonathan, Yannick. Il avait sur son rétro-proche, enfin, c'était comme ça. Puis je l'ai revu quelques années plus tard en DVD ou un truc comme ça, et ce film est une pure merveille. Il reprend beaucoup, effectivement, c'est parmi les films mémorables, c'est un petit peu, après celle des jeux vidéo, pareil, un petit peu des films mémorables. Il en fait partie, donc c'est très bien que tu en parles parce que je l'avais pas mis sur ma liste. Et bizarrement, il ne fait pas partie non plus des films arthuriens, en tout cas dans. Voilà. Et pourtant, c'est un film qui est génial, quoi. Pour le rappeler, je crois qu'en fait, en gros, c'est une période où tout le monde joue dans un jeu un peu en ligne qui s'appelle Avalon, et en fait, ce qui se passe dans le jeu a des conséquences un petit peu sur la réalité. Effectivement, c'est toute cette vague de films qui va de Existence à plein d'autres films où on travaille un peu de la réalité virtuelle et de son impact, quoi. Exactement. Et c'est un film très passionnant. Donc oui, voilà, parmi les films mémorables, on en a déjà parlé beaucoup. Merlin l'Enchanteur. J'ai failli faire la remarque tout à l'heure en plus. Puis je me suis dit, je vais dire de la merde. Et du coup, c'est Jérém Sama qui a pris le crédit. C'est pour ça qu'on fait un podcast à 3. C'est complète tous. Voilà, tout ça, est-ce que vous avez lu quelque chose qui est en rapport avec même de loin, ou qui a inspiré un petit peu de la légende arthurienne en littérature ou... Alors, j'ai visité un peu la Bretagne, donc forcément, à un moment donné, tu lis des trucs là-bas, j'ai rien retenu, mais j'avais lu des trucs, ouais. Mais c'était plus en mode vous voulez connaître la légende qui accompagne cette forêt que vous traversez actuellement? Tu vois, des trucs qui faisaient 30 pages, quoi. C'est pas des livres. Non, après, ouais, il y avait des bouquins, parce que t'as ça partout là-bas. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'ai vu la librairie, pareil, j'étais, c'est la caverne Alibaba, quoi. Donc, t'as plein de trucs. Forcément, je suis allé dans des endroits avec des noms à la Brocéliande, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, forcément, ouais, t'es un peu intéressé. Je me souviens que j'avais, en tout cas, acheté pas mal de choses. Est-ce que j'en ai lu pas mal? Je saurais plus te dire. C'était il y a très longtemps. J'ai pas vraiment de souvenir de cette période. Voilà, c'est la seule possibilité que j'ai lu des trucs sur les légendes arthuriennes, c'était à ce moment-là. En dehors de ça, je pense pas. En tout cas, ça me revient pas. Un peu comme le reste, hein. Encore une fois, c'est très nébuleux tout ça pour moi. Ouais, non, pour moi c'est pareil. Hein, déjà, vous avez entre guillemets ce truc où vous venez du Nord, donc le Nord où il y a quand même une culture justement il y a des références dans la culture locale par rapport aux légendes arthuriennes. Ouais, bof. Ouais, quand même. Tu sais, c'est plus la bière et... mais si on compare ça justement au sud de la France, dans le sud de la France, on est vraiment très loin de ça. Et moi qui ai vécu que dans le sud de la France, je parle pas de quelques voyages d'une semaine ou quoi, par-ci par-là. Je parle vraiment de vivre. J'ai pas eu tout baigné dans ça, même si après, il y a des choses qui sont quand même là, qui sont ancrées dans la culture française. Hein. Genre quand on fait une réunion, on parle de faire une table ronde. Quand ne serait-ce que ça, effectivement. Voilà, quand on parle justement là, tu as un objectif, et tu vas atteindre le Graal. Enfin, il y a des choses comme ça dans la culture qui sont intégrées, qui font directement référence aux légendes arthuriennes. Tout le monde connaît, sachant que tout le monde ne consomme pas forcément des œuvres qui sont spécifiquement autour de ça. C'est ça, moi. Ça fait quand même partie de l'inconscient populaire. De manière passive, j'ai l'impression. Mes principales références viennent de la pop culture cinématographique et des dessins animés, des choses comme ça, mais c'est vrai que j'ai rien lu, j'ai pas lu un bouquin qui était vraiment lié aux légendes arthuriennes directement. Des trucs qui faisaient référence, oui, mais... ouais, à la limite, le truc le plus proche, c'est le Seigneur des Anneaux ou des trucs comme ça. Voilà, ouais, c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, je l'ai lu, mais ouais, c'est le seul truc qui pourrait éventuellement, et encore c'est de la référence, quoi. C'est même pas. Effectivement, c'est pas le cœur des mythes empruntés par Tolkien. En désespoir de cause, tout à l'heure, je cherchais vite fait si Pratchett avait pas fait. Il a fait un truc vite fait, une réinterprétation du mythe arthurien, mais je l'ai pas lu, clairement. Ce qui nous amène à l'avant-dernière partie de cette miso, effectivement, quelque chose qui est un petit peu le parent pauvre dans la pop culture, Arthur et le jeu vidéo, quoi. C'est un petit peu voilà, il y a on disait une trentaine,
Tu parlais de Blazing Dragons, qui était une aventure graphique apparemment. Ouais, bah alors du coup, ça y est, ça revient un peu. Alors moi, ce qui m'avait séduit, la raison pour laquelle j'ai acheté ce jeu, c'est parce que tout le monde parlait des animations et surtout du doublage des voix. Et alors les voix en plus, on avait comment ça s'appelle, on avait Terry Jones et alors Terry Jones qui du coup ça s'y prête complètement. Ouais, complètement. Et Chiche Marine. Ça, c'est... Pourquoi? Voilà, enfin, bref. Et donc ils avaient tous des accents anglais super pétés, mais vraiment qui étaient vraiment accentués de ouf quoi. Et je me souvenais que c'est ça qui m'avait vraiment séduit. Surtout qu'à priori, ils avaient annoncé qu'en gros, c'était une grosse référence à Sacré Graal. Et en fait, du coup, c'était une adaptation de la série Sacré Dragon, qui pour le coup faisait vraiment. Alors moi, je pensais que c'était le contraire à l'époque. Là, je viens de vérifier. Moi, je pensais que c'était le dessin animé était adapté du jeu vidéo. En fait, non, c'était complètement le contraire. Ça, souvent dans ce sens-là, il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont foireux, dont je ne parlerai pas. Mais justement, qui sont adaptés des films. Ouais, mais qui sont eux-mêmes déjà limites. Mais justement, c'est là que ça m'a étonné parce que le jeu de mémoire était plutôt pas mal. Ah, il a une bonne réputation effectivement. Voilà, c'était un jeu. Je me souviens qu'il ressemblait beaucoup, graphiquement, ça me faisait beaucoup penser à Discworld qui était sorti dans la même période. A priori, de ce que je viens de vérifier là, effectivement, ça, même au niveau du gameplay, c'est un point and click pareil, les énigmes sont du même niveau, etc. Enfin, même ça saoulait des gens qui ont dit, moi, j'ai pas aimé Discworld, pourquoi je jouerais à ce jeu, parce que c'est la même chose. Et donc, moi, j'avais kiffé Discworld à l'époque, qui était sorti peut-être 1 ou 2 ans avant. Et j'ai cherché un truc dans le même style, et voilà quoi, j'avais pris ce jeu, j'ai jamais fini parce qu'effectivement, il était très 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 dur. Et ouais, du coup, j'avais pas pensé. C'est tout à l'heure, je sais pas pourquoi, j'ai eu un flash. J'ai cherché, t'as parlé du chaudron magique, j'ai pensé dragon, j'ai pensé trucs. Je me suis dit, attends, il y avait un autre truc avec les dragons, c'était quoi? Je me suis vaguement souvenu du dessin animé que j'avais dû voir sur M6 à l'époque, parce qu'à l'époque, je regardais la télé. Et après, ouais, le jeu, en fait, j'ai plus passé du temps sur le jeu que sur le truc. Mais ouais, j'étais coincé à un moment donné, le jeu m'a saoulé très vite aussi. Enfin, pas très vite, non, je suis resté longtemps dedans, mais j'ai abandonné, j'ai jamais fini. Et du coup, ça fait partie de ces jeux, peut-être qu'un jour je m'en sortirai. Bah ouais, pourquoi pas. Et puis, en plus, ce qui est bien, le point positif un petit peu de ces jeux arthuriens, en gros, c'est qu'il y a une diversité de types de gameplay. Il y a effectivement des point and click comme Chronicle of the Sword, de Psygnosis, oui, je l'ai bien dit, en 96. Il y a des fictions interactives, je dis yes, l'épisode de FMV, avec Arthur The Quest for Excalibur. Du beat'em all avec quand j'ai soudé quand j'avais fait mes voyages linguistiques en Angleterre avec Pascal, Knight of the Round pardon pour le cas, qui est une espèce de Golden Axe avec des chevaliers, des RTS avec un jeu arcane où il y avait un épisode où on jouait en gros Avalon, en gros des jeux de gestion tour par tour avec Lord of Magic, Lord of the Realm. Un Tomb Raider Legend qui est spécialisé dans la légende arthurienne. D'accord. Il y a un épisode des Chevaliers du Baphomet aussi qui est quand. Mais justement, pareil, j'ai pas retrouvé parce que j'ai pas retrouvé le nom. Il me semblait bien qu'il y avait un Chevalier du Baphomet qui était. Aussi, ouais. En préparant la maison, en discutant, il disait notre prochain numéro de Samurai Epidaka, ça va être sur la légende arthurienne. Il dit oui, mais je dis j'ai pas trouvé beaucoup de jeux. Il me fait si, moi j'en connais un, Chevalier du Baphomet. Et il n'a pas su me dire non plus lequel. Ouais, c'est. Donc voilà, il me le dira peut-être que si on fait des recherches parce que c'est un grand fan. Guillaume quoi, qui adore les Chevaliers de Baphomet. Effectivement, il y en a un comme ça qui est consacré, le fameux Tomb Raider donc. Et pour moi, il y a. D'ailleurs, c'est Tomb Raider Crystal Dynamics, c'est eux qui avaient fait comment ça s'appelle Blazing Dragons. D'accord, ok. Bonne. Et il y a 2 jeux, il y en a un que j'avais entendu parler à l'époque, mais sans y jouer parce que de toute façon c'était pas mon truc. Et un autre, je commençais par celui que j'ai pas joué, Dark Age of Camelot, qui a été le successeur d'EverQuest. Qui est certainement le plus connu de tous. Tous les jeux arthuriens. En gros, on pouvait combattre sous 3 royaumes légendaires. Il y avait Midgard, Hibernia, Et alors Midgard, c'était plutôt l'Irlande en quelque sorte, les elfes, les fées. Hibernia, c'était en gros la grande... je sais plus ce que c'est. Bon, Hibernia, en gros, les pays du Nord, un peuple pacifique, mais qui est obligé de rentrer en guerre. Et après, tu avais Albion. On parlait de la perfide Albion, on parlait de l'Angleterre à l'époque, où il y avait la rivalité française et anglaise, considérée comme la Grande-Bretagne avec le roi Arthur, en gros. En gros, tout le monde s'affronte pour la possession de forts, de reliques. Et ce qui est apporté, c'est vraiment la notion de RVR, donc Realm versus Realm, donc royaume contre royaume. Et voilà, c'était vraiment une nouveauté grâce à ce jeu dans les MMORPG, quoi.
Voilà, du coup, moi, mon préféré, voilà, c'est celui qui m'a fait un petit peu découvrir la légende arthurienne à part Knight of the Round, c'est King Arthur's World ou Royal Conquest au Japon. C'est un jeu de vidéo de réflexion développé par Argonaut Games en 92 et sorti en 93 sur Super Nintendo. Et en gros, ça c'est du Lemmings avec le roi Arthur. Parce que le but c'est d'emmener le roi Arthur à la fin du niveau en se servant des soldats de différents types, des artificiers, des magiciens, des archers. Et bien sûr, il y avait plein d'embûches sur le milieu. Il fallait affronter des ennemis. Et ça a aussi inspiré le jeu de stratégie King Arthur's Gold que je n'ai jamais entendu parler. Voilà. Est-ce que c'était pas tout simplement le tout premier chevalier de Baphomet? Ouais, c'est peut-être le premier en fait. Hein. Ouais, peut-être, possible. Tout simplement en fait. Ouais. Possible. Et en gros, King Arthur World, je me rappelle, je crois qu'on a été jusqu'au 4e monde, parce qu'il y avait plusieurs mondes en fait qui s'est séparés. En gros, ça a eu assez peu de rapport avec la légende arthurienne au final. Tu contrôlais Arthur et t'essayais de l'amener à un endroit, à un point A, à un point B. Et si tu le tuais, il était mort, bah, c'était fini, tu recommençais tout le niveau. Mais voilà, en gros, c'était pas ouf, hein, mais c'était un très bon Lemming-like, quoi. Enfin, voilà, moi j'ai un excellent souvenir de ce jeu sur Super NES, quoi. Mais en fait, voilà, en dehors de ces deux jeux là que tu as parlé, toi, tu as Blazing Dragons, moi j'avais Dark Age of Camelot et celui-là. La trentaine de jeux, j'en ai jamais entendu parler. Ouais. C'est injuste. Et toi, ça va, parmi la liste, ou peut-être que tu en as un dans les FAO, peut-être Baphomet, quoi, c'est tout, quoi. Ouais, c'est le seul qui m'est venu en premier. Parce que le premier tournait autour des Templiers, donc je me dis peut-être. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Et après, après tu parles de Templiers, ça fait penser à Assassin's Creed, mais bon, ça reste une fois de plus que de la. De la référence plus qu'un vrai jeu arthurien, quoi. Oui, parce que voilà, après des jeux qui font référence, comme on en parlait tout à l'heure. Il y en a plein dans le JRPG, ne serait-ce que ça foisonne, quoi. Ça foisonne, effectivement. L'épée magique, de toute façon, est même un espèce de gimmick en littérature. On pense à Elric avec Stormbringer, Durandal, l'épée de Roland, enfin. Il y a vraiment ce côté de l'épée magique où le prototype, c'est pareil, c'est Excalibur, la manière de Merlin, quoi. On va faire une petite transition du coup entre le livre de Thomas Malory dont j'ai parlé tout à l'heure, Mortel Arthur, et les films pour parler d'Excalibur. Voilà, petite dernière partie autour des films. Alors on a bien défloré le sujet déjà, donc on va pas forcément être très long sur ça. En gros, ce film-là, Excalibur, ça raconte la légende du roi Arthur, qui est interprété par Nigel Terry, et de son épée Excalibur qui donne au titre au film. Ça commence avec ses origines, son accession au trône, sous l'égide de son conseiller Merlin, la création de la table ronde, en fait toute la légende en fait autour d'Arthur jusqu'à sa mort en fait, la table ronde. Et c'est un film, je sais pas, les souvenirs quand je l'ai vu il y a très longtemps, c'est pour ça que je regrette vraiment de l'avoir pas revu. Et parce qu'on aurait pu en parler un peu, ça lançait des carrières de ouf. Liam Neeson, Patrick Stewart, Gabriel Byrne, enfin c'est des mecs qu'on a entendu parler 20 ans après, quoi, voire plus, quoi. Et il a même figuré dans une compétition festival au Festival de Cannes. Donc, bref, ce film ça a fait presque 3 millions d'entrées en France à l'époque, quoi. C'est devenu un film culte parce que les critiques étaient assez moyennes à l'époque, mais c'est devenu un film culte. D'ailleurs, voilà, c'est un peu de nos références. Il nous a marqué. Et voilà, c'est un film incroyable en fait, ce film-là, quoi. Donc, on en a parlé beaucoup de Merlin l'Enchanteur, donc on va peut-être pas y revenir, à part si vous avez quelque chose à ajouter. Non. Rien de plus sur ce film met en scène l'écureuil le plus sexy de l'histoire. Voilà, c'est un bon ajout. Il y a effectivement pour moi Sacré Graal. Voilà, Sacré Graal, qui est une espèce de méga parodie du truc. Je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est un film de génial, de Monty Python, donc. Où le roi Arthur est un peu, voilà, à la manière donc de un Yankee au Connecticut, ils reprennent un petit peu ça, sauf qu'ils le pastichent complètement en fait, cette histoire là en fait, cette vision entre guillemets des personnages arthuriens. Et en fait le film détruit de manière systématique et comique, hein, donc toutes les valeurs et les vertus des chevaliers arthuriens. Mais c'est un jeu de massacre de ça.
Et du coup, c'est génial. Ça mourir. La fin est absolument extraordinaire, quoi. Où ils se font arrêter par les flics et tout. C'est juste incroyable. À un moment donné, il y a un historien qui commence à raconter un truc qui se fait décapiter par un chevalier qui passe en courant. Et bon, tu t'aperçois qu'en fait, c'est que des mecs qui font un gros cosplay géant et qui foutent le bordel. Avec le lapin qui les attaque. Ah oui, le lapin aussi. Voilà. C'est un film qu'il faut absolument voir. Ah, c'est absurde. Oui, voyez ce film. L'affrontement avec le chevalier, là, il coupe un bras, puis un autre, puis une jambe, et l'autre il continue à vouloir se battre. On en a parlé, c'est venu en plus lors d'une soirée, effectivement, une soirée jeu de rôle, on a reparlé de ça, effectivement, il y a un personnage qui jouait avec nous, donc le personnage c'était comme ça, que il disait même s'il avait plus de bras, plus de jambes, on a fait référence à Sacré Graal, il continuait à attaquer avec sa TK, faire un tékinésie pour aller buter les gens, quoi. J'ai une anecdote nulle. Ce midi, on a un collègue au travail qui aime beaucoup les faits divers, les conneries comme ça, qui fait oh putain, la meuf. Et le mec, le gars, il l'avait découpé, il l'avait démembré, il avait coupé les bras et les jambes. Et moi, dans ma tête, je vois ce chevalier. oui, non, c'est ça. C'est ça. Il y a Indiana Jones 3, effectivement, on en a parlé, effectivement, ça tourne autour de la quête du Graal. Il y en a bien d'autres qui sont plus ou moins réussis. Moi, j'avais bien aimé dans le traitement Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua en 2004 avec Keira Knightley, etc. Oui. Avec, comment il s'appelle, cet acteur brun Heath Ledger Non. Non, c'est pas ça. C'est ombrageux, genre j'ai oublié son prénom. Antonio Banderas. Non. Ouais, un petit peu style, mais pas genre latin. C'est celui qui joue dans Pirates des Caraïbes. Ouais. Orlando Bloom, non? Bah, il y a Orlando Bloom, oui, effectivement. Mais il y en a celui qui joue Arthur, en fait, en gros, c'est. Je l'ai fait. Voilà, un acteur qui a bien marché dans ces années-là. Et en gros, il s'appuyait sur une version du mythe qui était plus liée à des mythes des populations qui vivaient pas très loin en Europe, pas forcément dans les îles britanniques. Et une atmosphère plus pré-médiévale. En fait, en gros, tout début du Moyen-Âge plutôt que vraiment le côté chevalier en armure, etc. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de combats avec en armure légère, etc. Il y a effectivement Lancelot, le premier chevalier, avec notre ami Shen, qui a fait donc plusieurs films dans le giron de la légende arthurienne, puisque dans Lancelot, le premier chevalier, en 95, il joue le rôle d'Arthur, mais vieillissant. Un vieux roi. Et où notre acteur préféré de Pretty Woman, Richard Gere, joue le rôle de Lancelot. Et en gros, c'est un petit peu la lutte entre les deux, la rivalité, notamment parce que Guenièvre, elle est un peu plus jeune et qu'elle est carrément charmante. Donc du coup... Et en gros, là, ça joue un petit peu sur l'infidélité, le triangle amoureux. Est-ce qu'il va tenir, alors qu'il est amoureux de la femme d'Arthur, à garder ses vertus chrétiennes, parce que bon, c'est quand même un film américain, faut pas déconner. Et voilà. Donc ça, c'est un film que j'avais bien aimé à l'époque, mais je pense qu'en le revoyant, je pense que c'est pas... Il y a plein de films avec des dessins animés ou des personnages d'enfants, etc. Ou Alex Destin d'un roi. Enfin bref, il y a plein de choses qui ont fait qu'il y a une trentaine ou quarantaine de films autour de des séries aussi. La série Merlin, j'en ai pas trop cherché, mais il y a beaucoup de séries qui sont soit inspirées, soit vraiment dans l'univers et qui sont plus ou moins réussies. Mais en général, c'est plutôt pas mal. Merlin a une bonne réputation. Donc voilà, bon, tu nous as déjà dit ton film préféré, donc enfin toi aussi Ultra, donc je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on peut parler de ce dernier film, un peu plus récent en fait au final.